Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro du Buzz TV. Salut Mathilde. Salut Dan. Allez, aujourd'hui nous accueillons sur ce plateau une chanteuse à la chevelure incandescente dont on trouvera peut-être au cours de cette interview les blessures et les faiblesses. Mais ce qu'on peut avouer déjà à demi-mot, c'est que son livre est très réussi. Et si vous êtes sur ce plateau aujourd'hui, chère Natacha Saint-Pierre, c'est pour nous parler de ce nouveau livre que vous sortez aux éditions du Rocher. Ça s'intitule « Mes très chères saintes ». C'est un ouvrage dans lequel vous rendez hommage à 10 femmes inspirantes auxquelles on voue toujours un culte aujourd'hui. Et je voudrais déjà que l'on s'arrête sur ce titre, mes très chères saintes. C'est vrai que généralement, quand on commence un message, quand on commence une lettre, on commence par très cher. Oui. Est-ce que c'est une lettre que vous leur adressez à ces femmes ? Non, c'est presque une lettre que je m'adresse, que je vous adresse, parce que le livre, vu sa taille, vu les 10 personnages qui sont dedans, vous vous doutez bien que ce ne sont pas des biographies détaillées de ces femmes, mais j'essaie de les installer dans une époque. Donc on parle un peu d'histoire, on parle d'elles, en tout cas de ce qui a marqué leur vie, ce qui les rend, à mon regard à moi, inspirantes. Et après, je vous explique justement pourquoi moi j'ai eu envie de m'intéresser à ces femmes et d'en parler. Et quels sont les critères pour correspondre à la catégorie sainte ? Comment devient-on une sainte finalement ? Alors, il faut qu'il y ait des miracles reconnus par l'Église de ces femmes-là, avant ou après leur décès. Il y a quelques critères vraiment très stricts de l'Église pour devenir un saint ou une sainte. On n'est pas des saints juste parce qu'on est très sympa. Oui, c'est ça. Oui. Donc vous ne pouvez pas... Non, pour le moment, à moins qu'il y ait des miracles reconnus, vous êtes très sympa, mais on ne peut pas. Malheureusement, l'Église n'en a pas encore reconnu. Mais ça viendra, vous savez. J'ai appris dans votre livre que parfois, il fallait plusieurs siècles avant d'être soit béatifié, soit canonisé. C'est très long, voilà. Oui, je ne le verrai pas de mon vivant, mais je le verrai un peu plus tard. Allez, on va poursuivre avec vous cet entretien dans quelques instants, chère Natacha Saint-Pierre. Mais tout d'abord, je vous propose de découvrir les news médias présentés par Mathilde Sefer. Allez, on commence les infomédias avec une confidence faite par Patrick Fiori au sujet de son avenir télévisuel. Oui, alors l'artiste rendu célèbre pour son rôle dans Notre-Dame de Paris il y a près de 20 ans continue sa carrière entre autres à la télévision. Et depuis 10 ans, il est l'un des 4 coachs de The Voice Kids. Et alors un exemple de longévité, mais pourtant il a récemment reconnu avoir d'autres aspirations, dont intégrer la version adulte du célèbre télécrochet de TF1. Je cite: « Ça fait 10 ans que j'attends. Comme je l'ai récemment dit à la production, j'aimerais au moins le faire une fois, juste pour essayer. » Celui qui a remporté avec ses talents 4 saisons sur 10, c'est quand même un beau score. Verra peut-être son souhait exaucé l'année prochaine. Mais en attendant, il continue de concourir pour un 5e trophée. Mais c'est vrai que vous faites aussi un peu partie de l'écosystème TF1, Natacha Saint-Pierre. Vous avez participé à Masked Singer. On parlera de Léo Mattei tout à l'heure, qui est une fiction diffusée en première partie de soirée sur TF1. Vous seriez carrément crédible en tant que coach dans The Voice. Eh bien, vous savez quoi ? Je l'ai fait avec les adultes à The Voice Belgique. Et si donc Patrick part faire les adultes, je veux bien reprendre son fauteuil chez les kids, parce que j'ai jamais fait chez les kids. Et je trouve ça particulièrement touchant de pouvoir prendre en main des enfants comme ça. C'est très délicat, parce qu'ils ont des sensibilités délicates et qu'on ne veut pas les briser, les brimer. Et il ne faut pas non plus leur promettre une carrière. Et en même temps, il y a peut-être les pépites parmi ces gens-là. Oui, tout à fait. Et vous êtes téléspectatrice de ces émissions-là, des télécrochets que l'on voit à la télévision ? Moi, je suis dans la tranche d'âge qui écoute la télé. J'adore la télé, j'adore regarder ces émissions-là où on voit des futurs talents. Je trouve ça intéressant, même en tant que chanteuse, de voir ce que font les jeunes adultes et les enfants aujourd'hui, parce que ils sont des grandes sources d'inspiration, et voir le monde de la musique à travers le regard de quelqu'un d'autre, de quelqu'un de plus jeune, je trouve ça intéressant. En tant qu'animatrice télé, à une époque, je l'ai vu à travers le regard de d'autres artistes, parfois beaucoup plus confirmés que moi, et c'était très intéressant, mais on a toujours à apprendre, et des plus jeunes encore plus. Absolument, et c'est vrai que cette émission est un véritable carton aussi sur TF1. On poursuit avec toute autre chose, un communiqué de France Télévisions au sujet de l'Eurovision qui fait polémique. Oui, alors nous sommes encore à plusieurs mois du concours européen de la chanson, mais cette nouvelle édition fait déjà polémique. Depuis plusieurs semaines, plusieurs pays comme l'Irlande, l'Espagne, les Pays-Bas, l'Islande et la Slovénie ont menacé de ne pas prendre part au concours de chant si un représentant d'Israël venait à participer
et on demandait donc son exclusion du concours. En réponse à cela, France Télévisions a sobrement réagi, ne faisant aucune allusion aux décisions de ses voisins. Je cite, « France Télévisions est heureux de confirmer sa participation au concours Eurovision de la chanson 2026 le 16 mai prochain à Vienne. Le groupe réaffirme son soutien à la création musicale, aux artistes et à ce rendez-vous unique. » Résultat, les internautes se sont affolés en commentaire sur les réseaux sociaux. Certains reprochent un manque de courage de la France, quand d'autres confient se sentir du mauvais côté de l'histoire. En même temps, l'Eurovision, c'est un concours de chant. Sur le papier, ce sont des artistes qui s'affrontent et on se rend compte que c'est éminemment politique aujourd'hui. Est-ce qu'il ne faudrait pas voir l'Eurovision comme un simple concours de chant et puis enlever les questions géopolitiques ? Depuis longtemps, on reproche la géopolitique à l'Eurovision parce qu'on dit toujours que les pays de l'Europe de l'Est se soutiennent ensemble, les pays du Nord ensemble, les pays latins étaient toujours regroupés ensemble et on reproche le côté politique de l'Eurovision depuis toujours. Donc on ne peut pas lui reprocher ça et vouloir aussi faire de la politique dans l'Eurovision. Je pense que la culture aujourd'hui a un énorme rôle à jouer pour la paix. Oui. Et on ne peut pas avoir la paix en excluant, en bannissant, en faisant nous-mêmes de la politique et de la polémique. Et je pense que tous les artistes, quels qu'ils soient, peu importe le pays qu'ils représentent, veulent la paix. Est-ce que vous aviez le sentiment en 2001, lorsque vous avez participé à ce concours de chant et que vous avez représenté la France, est-ce que vous aviez l'impression déjà qu'à l'époque ça prenait une tournure politique ou bien c'était beaucoup plus terre à terre et beaucoup plus musical ? Les médias le disaient, que c'était politique, sinon j'aurais gagné. Ouais. Mais moi, personnellement, je ne l'ai pas ressenti, en fait, de manière politique. Vous pensez que vous avez été victime par les votes de considérations politiques ? Pas du tout. Certains médias l'ont dit. Moi, je pense que j'étais trop jeune, que j'aurais pu être meilleure et en même temps, j'avais une chanson qui, il faut le dire, les pays d'Europe de l'Est n'écoutent pas le même genre de musique que nous. Oui. Ils sont plus électro, moi j'avais une chanson très variété, donc je parlais à ceux qui ont voté pour moi, très sincèrement. Et vous aviez chanté le refrain en anglais d'ailleurs, je crois. J'ai chanté le refrain en anglais, ce qui m'a beaucoup aidée, parce que les gens ont pu comprendre de quoi je parlais. Et je trouve que si on veut s'adresser à tout le monde, il faut le faire dans une langue que tout le monde comprend. Moi, j'ai chanté en français parce que la poésie de cette langue, elle est belle et que j'avais envie de la défendre, et aussi en anglais, parce que les propos de la chanson de Robert Goldman étaient beaux et méritaient d'être entendus par tout le monde. Absolument. Et c'est vrai que cette façon de chanter aussi à l'Eurovision a été reprise plusieurs années plus tard, effectivement, en français parfois et en anglais. Et on voit Barbara Pravi qui s'est bien illustrée, mais que en français, en remportant la 2e place. Donc, il n'y a pas de vérité universelle, en fait. Il faut adapter au cas par cas. Allez, on termine rapidement ces infos du jour avec le chiffre. Et vous avez choisi le 4,8, très précis. Oui, c'est très précis. C'est le nombre de téléspectateurs en millions à avoir suivi l'avant-dernière soirée de HPI. Après 5 saisons, la série Phénomène est sur le point de mettre un point final à son histoire. Et le programme écrase tous ses concurrents sur son passage. Donc avec 4,8 millions de téléspectateurs, ce qui représente 26% de part d'audience. Sur le podium, Meurtre à Blois sur France 3 avec 2,3 millions de téléspectateurs. Et Arnaque de Julien Courbet. J'ai du mal. Ah ben on l'adore en plus, on peut pas se tromper sur Julien Courbet. C'est pas possible. Sur M6, donc, qui a rassemblé 1,5 million de téléspectateurs. Le grand final de HPI est quant à lui prévu le 25 septembre prochain. Il atteindra des sommets, on en est sûr. C'est sûr, sachant que c'est l'une des fictions les plus populaires aujourd'hui à la télévision française. Vous regardez HPI Je regarde HPI, j'adore cette comédienne. Enfin d'ailleurs, tout le panel de comédiens dans cette série, ils sont formidables. Et j'aime beaucoup cette émission. J'ai moi-même un conjoint, un fils qui sont HPI, HPE, bref. HPE, ça signifie quoi ? Haut potentiel émotionnel. Enfin, tous les spécialistes ne le disent pas comme ça, mais la version courte, c'est ça. C'est des gens qui sont hypersensibles, c'est ça ? Ouais, qui ressentent bien les émotions des autres et ce qui se passe autour. Et c'est facile à vivre au quotidien lorsque l'on vit avec une personne HPI. C'est vrai que jamais cette pathologie, si j'ose dire, n'a été autant mise en lumière depuis cette fiction. Après, elle est très caricaturale dans la série et c'est probablement pour ça qu'on aime la série, parce que ça en fait un personnage vraiment très haut en couleur. Au quotidien, c'est pas ça. Ça va très bien. Oui, ça va très bien. C'est beaucoup plus facile à gérer. Tout à fait. Absolument. Et puis vous ne résolvez pas tout le temps des enquêtes non plus. Hein. En fait, comme on ne vit pas dans un commissariat à la maison, c'est assez facile à gérer. C'est plutôt bon signe. Ah bah, c'est vrai qu'on peut parler de fiction aussi avec vous, puisque vous faites partie
partie des visages de Léo Mattei, Brigade des mineurs, avec Jean-Luc Reichmann, qui est une fiction qui fonctionne très bien aussi sur TF1. Vous allez reprendre votre rôle d'ici quelques jours, je crois. Vous allez repartir en tournage du côté de Marseille. Tout à fait. C'est toujours un plaisir de retrouver cette équipe avec Jean-Luc Reichmann. C'est une très très belle famille. Je ne vais même pas dire équipe parce que c'est une famille. Et je suis ravie d'avoir trouvé une vraie place dans cette famille. Le personnage d'Anaïs revient et va nous permettre encore une fois de découvrir d'autres facettes de Léo Mattei, parce que c'est la fonction de mon personnage en fait. Quand on amène dans une série comme celle-là des personnages autour de celui qui porte la série, c'est pour le faire grandir, le présenter autrement et faire voir d'autres facettes de sa personnalité. Et c'est ce qu'Anaïs va s'employer à faire encore cette année. Eh bien, on a hâte de découvrir ça. Vous êtes avec nous, Natacha Saint-Pierre, parce que vous sortez un livre absolument passionnant et assez bouleversant à bien des égards, mais très chère sainte. On en parle tout de suite dans l'interview du Buzz TV. Alors, c'est vrai que c'est assez surprenant, je dois le dire. Quand j'ai reçu ce livre, j'ai vu Natacha Saint-Pierre, mais très chère sainte. Je me suis dit, tiens, de quoi s'agit-il? Et je me suis rendu compte que vous rendiez hommage effectivement à 10 femmes inspirantes, auxquelles on voue toujours un culte aujourd'hui, qui ont été reconnues par l'Église. On ne vous attendait pas forcément sur ce créneau-là. Qu'est-ce qui vous a motivé à l'idée d'écrire ces pages? Mais j'ai chanté dans les églises depuis plusieurs années, maintenant je le fais, et je me suis retrouvée dans une église où le prêtre avait fait graver sur l'autel le nom de 10 femmes qui ont marqué l'histoire de l'église, et il avait envie de donner une place à ces femmes-là. Et j'ai trouvé ça très intéressant, j'ai voulu en faire un album. J'ai pas réussi à aboutir ce projet, puis j'ai laissé un peu de côté et finalement j'ai commencé à écrire. J'ai commencé avec Thérèse de Lisieux, que je connais bien puisque je la chante depuis 13 ans. En 2013 et en 2018. Tout à fait. Et après Jeanne d'Arc. Et j'ai proposé à un éditeur qui m'a dit bah oui, allez, vas-y, continue. Et on a continué d'écrire autour de ces 10 femmes-là. Il a fallu vraiment que je m'informe. Je dis on a continué parce que j'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont aidé à trouver toute la bibliographie nécessaire à ce livre-là, parce que je n'ai pas la prétention de dire que je connaissais ces 10 saintes extrêmement bien. Il a fallu beaucoup lire, beaucoup rechercher. Puis après, le gros du travail, ça a été la synthèse de synthétiser, de tout ça. J'avais envie de parler d'histoire, parce que j'aime l'histoire, et chacune de ces femmes-là a vécu à une époque différente, donc on peut découvrir l'histoire. J'avais envie de parler des femmes et de ce qu'elles représentent dans le monde et des capacités qu'elles ont. Et à travers ces femmes-là, je peux le faire et parler de qualités que je trouve valables à toutes les époques. Ouais. Je disais que ces saintes étaient modernes et j'ai croisé un journaliste qui m'a dit « Sont-elles modernes ou éternelles ?» Et je me suis dit « Ah, il a raison, en fait. Elles ne sont pas modernes, elles sont éternelles. Parce qu'elles resteront modernes même dans 50 ans, c'est ça. Ouais. Mais alors, mes très chères saintes, on peut aussi dire que c'est une déclaration d'amour? C'est peut-être une déclaration d'amour, ou en tout cas, c'est une recherche personnelle, c'est un questionnement personnel sur qui je suis, moi, dans le monde d'aujourd'hui, par rapport à la cause féminine et par rapport à d'autres causes encore plus grandes qu'on continue de vouloir défendre. Je parlais de paix tout à l'heure, et ces femmes-là ont beaucoup œuvré pour la paix. Et c'est vrai qu'on a le sentiment, quand on reçoit ce livre, que l'on va parler de religion. Est-ce que vous êtes plutôt attaché à la religion ou bien à la spiritualité, qui est quand même quelque chose d'un peu plus large? J'ai envie de dire la spiritualité, parce que ça englobe beaucoup plus de choses. Et aujourd'hui, la religion parle à certaines personnes, elle ne parle pas à d'autres personnes, parce que le dogme en tant que tel peut ne pas vous parler. Mais je trouve que la spiritualité, elle est très intéressante. Depuis longtemps, on fait attention à notre santé physique. Depuis peu de temps à notre santé mentale, et depuis encore beaucoup moins de temps, on commence à s'intéresser à notre santé spirituelle, et on s'aperçoit que ces 3 volets de notre être fonctionnent ensemble, et comme le dit Hildegard de Bingen, sont indissociables. Et en fait, on a besoin de tout ça pour aller réellement bien. Absolument. Et alors, si vous deviez choisir une seule sainte qui vous inspire le plus? Je pensais que vous alliez me dire si vous deviez mourir demain. si je devais choisir une seule sainte, ce serait probablement Sainte Thérèse de Lisieux, pour la simple et bonne raison que je la connais mieux que les autres. Parce qu'en 13 ans, j'ai eu le temps d'en découvrir beaucoup plus sur elle que sur les autres, que je commence à bien connaître maintenant, mais je me dis, il y a encore sûrement beaucoup à apprendre. Alors c'est vrai que vous avez rendu hommage à Sainte Thérèse de Lisieux, je le disais tout à l'heure, en 2013, avec cet album Thérèse, vivre d'amour. Puis en 2018, un peu plus tard, avec l'album Aimer, c'est tout donner, on peut écouter par exemple cette chanson qui fait partie de cet album, qui est absolument magnifique.
Voilà. Et que j'ai redécouverte, d'ailleurs, à titre personnel. Je l'avais un peu oublié, mais j'avoue que je l'ai réécouté en boucle dans le cadre de la préparation de cette interview. Mais c'est vrai, franchement, vous avez déjà tout donné par amour, comme le fait Thérèse de Lisieux. Aimer, c'est tout donner, ça veut dire beaucoup de choses. Je pense que je le ferai pour mon enfant. Ouais. Je trouve que beaucoup de parents disent ah oui, je serais capable de mourir pour mon enfant, mais est-ce qu'on est capable de vivre, c'est-à-dire de prendre les bonnes décisions d'hygiène de vie, les bonnes décisions d'hygiène émotionnelle, psychologique, mentale. Aimer, c'est tout donner, c'est dans le présent aussi. Oui, c'est ça. Et juste avant qu'on continue de parler justement de l'actualité des messages de ces saintes, la spiritualité aujourd'hui dans votre vie, elle prend quelle place? Est-ce que vous priez souvent? Est-ce que vous pensez toujours à l'au-delà, à une forme de transcendance? La spiritualité, elle prend une grande place dans ma vie et pendant longtemps, on a cru que pour prier, il fallait s'agenouiller au bord de son lit ou dans une église et être très calme. Et en fait, je ne pense pas que c'est ça. Et c'est Thérèse qui nous dit que avoir une vie spirituelle, c'est des gestes concrets, en fait. Ce n'est pas aussi mystique qu'on a bien voulu nous le faire croire pendant des années. Et ça passe par faire attention aux autres, faire attention à soi, être généreux, être aimable. Et je pense que la méditation est une forme de prière en soi. En fait, à partir du moment où on est à l'écoute de son intériorité, chose qu'on a de moins en moins le temps de faire. On parlait tout à l'heure, avant d'être en nombre, de la place que prennent les téléphones portables dans notre vie, à quel point il faut toujours répondre dans le présent et le monde va vite. Prendre le temps de s'arrêter de temps en temps, c'est déjà avoir une spiritualité. Absolument. Et alors, vous insistez sur l'actualité de leur message. En quoi ces figures médiévales ou antiques parlent-elles encore à notre monde moderne? D'autant plus quand on est une femme. Ces femmes-là ont refusé les carcans de la société. Par conviction religieuse, elles, parce qu'elles avaient une foi particulière, mais je trouve qu'elles nous montrent comment on peut être innovante, comment on peut être rebelle. Mais une sainte rebelle, comme par exemple Thérèse ou Jeanne d'Arc, ça peut paraître un petit peu anachronique, mais la rébellion, quand on a une conviction profonde, on peut le faire sans tout casser, sans faire partie des Black Blocs. Ce n'est pas être Black Bloc, d'être rebelle. On peut être rebelle simplement parce qu'on refuse une certaine idéologie. Absolument. Et c'est vrai que vous parliez de Sainte Thérèse de Lisieux. Est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment donné qui vous a conduit sur le chemin de la spiritualité? Vous dites dans ce livre d'ailleurs que les écrits de Sainte Thérèse de Lisieux vous ont beaucoup aidé lorsque vous étiez enceinte et que vous avez appris que votre bébé était atteint d'une malformation cardiaque. Comment cette spiritualité vous a-t-elle accompagné dans les épreuves de votre vie? Si on prend l'exemple de mon fils, j'ai eu la chance d'avoir autour de moi de très bons soignants, un très grand chirurgien à l'hôpital Necker qui s'est occupé de mon fils, mais cet homme, il est homme. Et je ne peux pas lui demander plus, même s'il est chirurgien, que d'être un homme. Lui aussi, il y a des jours où il est fatigué, lui aussi, il peut être malade, lui aussi, il peut vivre des perturbations dans sa vie qui vont, malgré son professionnalisme, jouer dans sa capacité, et il est faillible parce qu'il est humain. Et donc, je ne peux pas lui demander d'être infaillible, même si c'est mon enfant. Et donc, j'ai eu besoin de croire en lui, mais aussi de croire en quelque chose de plus grand, pour m'apaiser, simplement. Et alors, Sainte Thérèse de Lisieux pointe la misogynie des hommes. Est-ce que vous avez déjà été victime, vous, de machisme au cours de votre carrière? Oui. Je pense que toutes les femmes sont, au cours de leur vie, face à une forme de misogynie. Et on s'en rend pas compte tout de suite, parce qu'on est tellement habitué, on est tellement formaté. Je voyais juste hier un post d'un homme, justement, qui disait « j'aide ma femme ». En fait, juste cette phrase, elle est misogyne, parce que ça veut dire que la tâche lui appartient, et que quand j'en prends une partie, je suis généreux, plutôt que de dire cette tâche, elle est à nous, et j'aide pas, je participe comme il serait normal de participer à égalité dans la maison. Juste là. Oui, c'est vrai.
Je le dis aussi parfois, je plaide coupable. Mais voilà, j'aide, c'est tout. C'est vrai. Moi, je changerais. Je dirais, je participe Bah oui, aux tâches. je participe. Exactement. Natacha Saint-Pierre aussi, j'ai cet album entre les mains, ma plus belle histoire d'amour. Est-ce qu'il est aussi parfois question de spiritualité dans les nouveaux albums que vous sortez? Est-ce que, par exemple, on va retrouver d'une certaine manière l'une des 10 femmes que vous décrivez dans ce livre, dans cet album? Cet album, il est inspirant pour moi parce que c'est des chansons inspirantes pour moi. C'est pour ça que je les ai faites. Ce sont des reprises. On va retrouver Foule sentimentale, on va retrouver Le Sud, on va retrouver J'ai deux amours. Oui. Des chansons qui m'inspirent. Peut-être dans Foule sentimentale, il y a un peu de spiritualité parce que ça nous amène à cette réflexion. À quel point consomme-t-on? Pourquoi on le fait? Qui sommes-nous? Est-ce qu'on n'est que des êtres de passage qui sommes là pour consommer ou est-ce qu'on est plus que ça? Natacha Saint-Pierre, on va faire défiler désormais une série de photos de personnalités que vous avez croisées au cours de votre carrière. Ça, c'est moi-même. Et vous allez devoir nous dire si ce sont des saintes ou des pas saintes. Écoutez, là, on va commencer avec celle que vous connaissez le mieux, à savoir Natacha Saint-Pierre, donc vous. Est-ce que vous vous considérez comme une sainte ou pas comme une sainte? Pas comme une sainte, je connais mes défauts. Ah oui, c'est vrai. Alors là, voilà, c'est ça qui nous intéresse. Oui. Quels sont vos défauts, Natacha Saint-Pierre? Déjà, je suis orgueilleuse, ce qui fait de moi quelqu'un qui travaille énormément, forcément, mais je suis orgueilleuse. Des fois, je peux être paresseuse, comme beaucoup de gens. J'ai plein de défauts. Mon mec ou mon fils serait plus à même de vous les dire. C'est vrai. Et alors, est-ce que vous avez toujours voulu vous approcher d'être une sainte? J'essaie toujours d'être la meilleure version de moi-même. Cette version, elle s'améliore au fil des années parce qu'on vieillit et c'est normal. Ce que j'essaie d'apprendre à mon fils, c'est qu'on n'est pas parfait. Quand on fait une bêtise, ça ne sert à rien de le nier, ça ne sert à rien d'en pleurer dramatiquement. Tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de la réparer. Et donc, ce que j'essaie d'apprendre à mon fils, c'est plutôt que de me cacher ses bêtises, ses conneries, c'est de lui montrer comment on les répare. Ouais. Voilà. On va poursuivre avec une autre photo. Votre maman, cette fois-ci. Votre maman, est-ce que ma maman. Vous partez du principe que votre maman est une sainte? C'est pas une sainte, mais c'est une sage. C'est une sage. Ah, ouais. Et pourquoi vous diriez que votre maman est une sage? Parce que ma mère a une très grande intelligence émotionnelle. Ouais. Et elle arrive à avoir des réflexions sur la vie, sur les gens, qui sont très éclairées. Elle est très belle, votre maman, permettez-moi de vous le dire. Et vous avez quelle enfance, Natacha Saint-Pierre? Comment vous la décririez? J'ai eu une enfance heureuse, une enfance rigoureuse. Et je le disais d'ailleurs cette semaine à mon amoureux. Je remercie ma mère, que j'ai trouvée trop sévère quand j'étais petite, mais qui m'a appris la discipline et le sens de l'effort. Et attendez, parce que j'ai appris en préparant cette interview, alors on est tombé de notre chaise avec Mathilde, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on s'est même peigné et apprêté quand on vous a reçu, parce qu'on a appris que vous auriez été, enfin vous seriez même l'arrière petite cousine du pape Pie X. Oui, enfin, je ne sais pas combien de fois il faut dire arrière. Mais ma moi j'ai dit 3 fois. Mais... Oui, mais c'est peut-être plus. Ma grand-mère paternelle s'appelle Italia Bonesso. Ce sont donc des Italiens. Et dans la descendance des femmes de Bonesso, il y en a une qui était la sœur de la maman de Pie X. Ah, c'est fou ça. Et vous avez cet héritage quand même, enfin, vous avez des archives personnelles qui retracent tout ça, non, malheureusement? Non. En tout cas, bon, il y a une continuité avec votre livre. J'ai que les témoignages familiaux, voilà. Ouais. Bon, bah écoutez. Alors, prochaine photo, Inès Reg. Parce que là, j'étais obligé de vous en parler. Vous étiez obligé. Bah oui, j'ai pas le choix. Je me doutais que la photo allait arriver. Bah oui, forcément, parce que on en a beaucoup parlé ici, même sur cette émission, lorsque vous avez participé à Danse avec les stars. Ça a évidemment été l'un des moments forts de cette saison. Comment vous avez vécu cette période? On rappelle, vous étiez disputés en coulisses. C'était monté très fort. Ça a été une période difficile pour elle et pour moi. Je pense que pour toutes les deux, ça a été difficile. Ce qui était à la base un malentendu entre nous deux est devenu une affaire publique. Oui. Et des malentendus, il y en a partout. Mais très peu deviennent des affaires publiques aussi grandes où la société décide d'en faire une bataille entre plus que 2 filles. Et aujourd'hui, vous vous êtes expliqué, parce que j'imagine que le pardon est quelque chose d'important aussi. Le pardon est quelque chose d'important. On ne s'est jamais recroisés. Et je l'avoue très sincèrement, si je devais la recroiser, je ne saurais pas quoi dire. Parce que déjà, je suis assez timide, parce que j'ai beaucoup souffert et je me doute qu'elle aussi. Et le but dans la vie, c'est jamais de faire de la peine aux gens. Et comme je disais, j'explique à mon fils, quand on fait une bêtise,
ben, on ne se cache pas, on essaie de la réparer. Je ne me suis pas cachée, j'ai essayé de la réparer et je vois bien que je peine à le faire. Et alors, vous gardez quand même un souvenir joyeux de cette saison. Vous aviez quand même gagné la... Ouais. Bah ça, c'est une belle victoire. Je garde un très bon souvenir de cette émission qui m'a transformée physiquement, émotionnellement et mentalement, et qui a fait de moi une plus belle version, en tout cas une version avec laquelle je suis mieux, plus heureuse. Et vous dansez toujours, Natacha Saint-Pierre? Je danse toujours. Pas de manière aussi intensive, hein, parce qu'à la fin, on dansait 8 à 10 heures par jour avec Anthony. Oui, non, là, après, on a des ampoules au pied. Là, on est plus sur des heures mensuelles hein, de danse. Mais ça reste quelque chose qui fait partie de ma vie. Et je l'écrivais d'ailleurs à Maxime de Rémès il n'y a pas longtemps, qui avait mis une vidéo qui me plaisait sur Internet. Danseur professionnel, oui, dans cette émission. Oui, et je lui écrivais, tu sais que la danse me manque, en fait. Voilà. Allez, dernière photo, parce que le temps passe. Angoune, que vous connaissez très bien, puisque d'ailleurs, en décembre 2013, vous avez interprété en duo Vivre d'amour à l'Auditorium Consilazione au 21e Concerto di Natale, concert annuel de la Nativité, je le précise, au Vatican, devant le pape François. Il y a toujours un rapport quand même avec le livre que vous venez de défendre. Ce moment, il a représenté quoi pour vous? C'était très impressionnant parce qu'on n'a pas tous les jours la chance de chanter pour le pape. Au Vatican. J'étais ravie d'être invitée là-bas. Ouais. Et alors, vous l'avez aussi retrouvé, Angoune, dans Masked Singer, lorsque vous avez participé à la première saison de cette émission sur TF1. Vous étiez caché sous un costume de cupcake. Ouais. Et alors, quel souvenir vous en gardez de ce moment? J'ai adoré faire Masked Singer. Ouais. J'ai adoré mon costume qui était de 1 mignon et de 2 confortable à l'intérieur. Personne n'a vu, mais moi j'avais des ventilos, une tablette pour mon café. Franchement, j'étais très bien dans ce costume. C'était un petit loft personnel. Et Angoune est une très très bonne amie. Et je ne sais pas si c'est une sainte, mais c'est une femme qui a énormément de classe. Et dans la classe, il y a cette façon de prendre en considération les gens qu'on croise. Et Angoune est pour moi un exemple à ce niveau-là, parce qu'elle a beaucoup d'empathie, beaucoup de considération, elle sait, je ne sais pas trouver le mot juste même, elle sait être avec les autres d'une manière formidable. Elle est très empathique. Et c'est vrai que vous êtes revenu la saison suivante, vous avez refait une apparition, vous êtes revenu un peu plus tard d'ailleurs lors d'une spéciale Noël. Intégrer le jury rapidement, ça vous intéresserait ou pas? De Masked Singer? Ouais, je ne sais pas si je serais une bonne enquêtrice, mais j'adorerais essayer de le faire. Après, peut-être, j'aurais une pointe de jalousie pour ceux qui sont dans les costumes, parce que je sais ce que c'est et j'adore être dans les costumes, chanter, être sur scène. Merci beaucoup, Natacha Saint-Pierre. Merci d'avoir été sur ce plateau. Je rappelle que vous sortez donc ce livre que l'on conseille, Mes très chères saintes, 10 femmes inspirantes. C'est aux éditions du Rocher. Et puis, votre album est disponible à partir de la semaine prochaine. Ça s'appelle Ma plus belle histoire d'amour. Merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau. Et le Buzz TV revient dès demain avec une nouvelle invitée. Très bonne soirée à toutes et à tous sur le Figaro TV.